De retour après une journée d'absence. Je dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi parce que j'ai pas fait ma lecture hier. J'ai eu d'autres choses qui quand même nourri ma réflexion sur tout ce qui se passe en moi par rapport à ce que je lis. Aujourd'hui, donc, ça m'amène à une petite question. Qui suis-je? Alors, débutons le chapitre 4. Les rôles joués par les divers visages de l'ego. Un ego qui veut quelque chose d'un autre, et quel ego ne le veut pas, adoptera en général un rôle ou un autre pour combler ses besoins, qu'il s'agisse de biens matériels, de pouvoir, de supériorité, d'éminence ou de gratification physique ou psychologique. En général, les gens sont totalement inconscients des rôles qu'ils adoptent. Ils sont ces rôles. Certains rôles sont subtils, alors que d'autres sont flagrants, sauf pour la personne qui les a adoptés. Certains rôles sont conçus simplement pour attirer l'attention des autres, vu que l'ego se repaît d'attention et que celle-ci est après tout une forme d'énergie psychique. Comme l'ego ne sait pas que la source de toute énergie est en vous, il la cherche à l'extérieur. L'ego ne cherche pas l'attention sans forme qu'est la présence, mais l'attention sous une forme ou une autre. Entre autres, la reconnaissance, les louanges, l'admiration. Ou bien il veut simplement être remarqué, il veut qu'on reconnaisse son existence. Le fait qu'une personne timide ait peur de l'attention des autres ne veut pas dire qu'elle soit libérée de l'ego. En effet, son ego est ambivalent. D'un côté, il veut l'attention et de l'autre, il en a peur. La personne timide a peur que l'attention prenne la forme de désapprobation ou de critique, c'est-à-dire de quelque chose qui amoindrisse le sentiment de soi, au lieu de le renforcer. Chez la personne timide, la peur de l'attention est donc plus grande que le besoin d'attention. La timidité s'accompagne souvent d'une notion de soi surtout négative, la croyance d'être inadéquat. Toute notion conceptuelle de soi, c'est-à-dire se voir comme ci ou comme ça, appartient à l'ego. Qu'il s'agisse d'une notion surtout positive, en parenthèse je suis le meilleur, ou d'une notion surtout négative, en parenthèse je ne vaux rien. Derrière toute notion positive de soi se cache la peur de ne pas être assez bien. Derrière toute notion négative de soi se cache le désir d'être meilleur que les autres ou le meilleur. Derrière le continuel besoin de se sentir supérieur et le sentiment d'assurance conféré à l'ego par la supériorité, se cache la peur inconsciente d'être inférieur. Et inversement, l'ego timide et inadéquat qui se sent inférieur a un fort désir caché d'être supérieur. Bien des gens oscillent entre les sentiments d'infériorité et de supériorité selon les situations ou les personnes qu'ils rencontrent sur leur chemin. Il y a juste une chose que vous devez savoir et observer en vous. Chaque fois que vous vous sentez supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre, c'est l'ego qui entre en jeu. Les malveillants, les victimes et les amoureux. Quand certains égos ne réussissent pas à se faire louanger ou admirer, ils se contentent d'autres formes d'attention et adoptent certains rôles pour les provoquer. S'ils ne réussissent pas à obtenir d'attention positive, ils chercheront probablement de l'attention négative, par exemple en provoquant une réaction négative chez quelqu'un. C'est d'ailleurs ce que font les enfants quand ils se conduisent mal. Les rôles négatifs deviennent particulièrement prononcés chaque fois que l'ego est amplifié par un corps de souffrance actif, c'est-à-dire par une souffrance émotionnelle du passé qui veut se renouveler en faisant de nouveau l'expérience de souffrance. Certains égos commettent des crimes pour devenir célèbres. Ils cherchent l'attention par la notoriété et la condamnation. S'il vous plaît, dites-moi que j'existe, que je ne suis pas insignifiant, semble-t-il dire. Une telle forme pathologique d'ego est la version extrême de l'ego normal. Un rôle très commun joué par l'ego est celui de la victime, qui cherche de l'attention sous forme de pitié ou de sympathie. La victime veut que les autres s'intéressent à son problème, à elle et à son histoire. Ce rôle de victime se retrouve dans bien des schèmes de l'ego, entre autres les récriminations, le sentiment d'être offensé, indigné. Bien entendu, une fois que je suis identifiée à une histoire dans laquelle je me donne le rôle de victime, je ne veux pas que cette histoire finisse.
Alors, comme tout thérapeute le sait pertinemment, l'ego ne veut pas mettre fin à ses problèmes parce qu'ils font partie de son identité. Si personne ne veut entendre mon histoire triste, je peux me la raconter à volonté dans ma tête, me prendre en pitié et ainsi avoir l'identité d'une personne traitée injustement par la vie, par les autres, par le destin ou par Dieu. Ce rôle vient définir mon image personnelle, faire quelqu'un de moi. C'est tout ce qui compte pour l'ego. Au tout début de bien des relations soi-disant romantiques, il est tout à fait commun de jouer des rôles afin d'attirer et de garder la personne que l'ego perçoit comme étant celle qui va me rendre heureuse, me faire sentir spéciale et combler tous mes besoins. L'accord tacite et inconscient est le suivant. Je jouerai à qui tu voudras et tu joueras à qui je voudrai. Mais il n'est pas facile de jouer un rôle et de le maintenir indéfiniment, surtout quand on commence à vivre ensemble. Et lorsque ces rôles sautent, que voyez-vous? Malheureusement, pas encore la véritable essence de l'être qui est en face de vous, du moins dans la plupart des cas. Mais ce qui recouvre cette essence, c'est-à-dire l'ego à l'état brut. Un ego investi dans ses rôles, dans son corps de souffrance, dans ses désirs contrecarrés qui se transforment alors en colère, le plus probablement dirigé vers le conjoint qui n'a pas réussi à éliminer la peur sous-jacente et le sentiment de manque faisant intrinsèquement partie du sens de soi propre à l'ego. Ce que l'on appelle communément tomber amoureux est dans la plupart des cas une intensification du vouloir et de l'avoir besoin de l'ego. Vous devenez en quelque sorte accro à une autre personne, ou plutôt à l'image que vous vous faites de cette personne. Ceci n'a rien à voir avec l'amour vrai, qui ne comprend aucun vouloir d'aucune sorte. C'est la langue espagnole qui est la plus honnête en ce qui concerne les notions conventionnelles de l'amour. En effet, te quiero veut aussi bien dire je te veux que je t'aime. L'autre expression pour dire je t'aime, te amo, qui n'a pas cette ambiguïté de sens, est rarement utilisée. Peut-être parce que le véritable amour existe rarement lui aussi. Renoncer aux définitions de soi. À mesure que les cultures tribales se développèrent dans les civilisations anciennes, certaines fonctions commencèrent à être attribuées à certaines personnes. Le souverain, le prêtre ou la prêtresse, le guerrier, le fermier, le marchand, l'artisan, l'ouvrier, etc. Un système de classes fut ainsi instauré. Dans la plupart des cas, la fonction venait avec la naissance et déterminait votre identité, aux yeux des autres ainsi qu'à vos propres yeux. Votre fonction devenait donc un rôle, qui n'était cependant pas reconnu comme tel. C'était qui vous étiez ou qui vous pensiez être. Seuls quelques rares êtres, comme Jésus ou Bouddha, virent la non-pertinence totale des castes ou des classes sociales. Ils les reconnurent en effet comme étant identification à la forme et comprirent qu'une telle identification au pouvoir temporel et au conditionnement ne pouvait que masquer la lumière de l'inconditionnel et de l'éternel qui brille en chaque être humain. Dans notre monde actuel, les structures sociales sont moins rigides et moins clairement définies qu'auparavant, bien que les gens soient bien entendu encore conditionnés par leur milieu de vie. Ils n'héritent plus automatiquement d'une fonction qui leur procure une identité. En fait, dans le monde moderne, de plus en plus de gens sont confus quant à la place qu'ils devraient occuper, quant à leur raison d'être et même quant à leur identité. En général, je félicite les gens quand ils me disent qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils me regardent avec perplexité et me demandent « Êtes-vous en train de dire que c'est bien d'être confus ?» Je leur suggère de se demander ce qu'être confus veut dire pour eux. Je ne sais pas, n'est pas de la confusion. Alors que je ne sais pas, mais je devrais savoir ou j'ai besoin de savoir en est. Vous est-il possible de renoncer à la croyance que vous devriez ou auriez besoin de savoir qui vous êtes? En d'autres termes, pouvez-vous cesser de chercher des définitions conceptuelles pour vous donner un sentiment de soi? Pouvez-vous cesser de faire appel à la pensée pour trouver une identité? Quand vous renoncez à la croyance que vous devriez ou auriez besoin de savoir qui vous êtes, qu'arrive-t-il à la confusion?
elle disparaît tout d'un coup. Quand vous acceptez totalement que vous ne savez pas, vous accédez à un état de paix et de clarté bien plus près de ce que vous êtes vraiment que ce que vous avez jamais pensé pouvoir l'être. Quand vous vous définissez par le truchement de la pensée, vous vous limitez. Les rôles préétablis. Différentes personnes occupent différentes fonctions en ce monde. Il ne peut en être autrement. En effet, les êtres humains diffèrent beaucoup les uns des autres en ce qui concerne les aptitudes intellectuelles ou physiques. Entre autres, sur le plan des connaissances, des talents, des habiletés et des niveaux énergétiques. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas tant la fonction que vous occupez dans le monde, mais le fait que vous vous identifiez à elle, au point qu'elle prenne le dessus et devienne un rôle que vous adoptez. Et quand vous jouez un rôle, vous êtes inconscient. Dès que vous vous surprenez à jouer un rôle, un espace se crée entre vous et ce rôle. De cette façon, vous commencez à vous libérer du rôle. Mais quand vous êtes totalement identifié à un rôle, vous confondez un schéma de comportement avec ce que vous êtes et vous vous prenez très au sérieux. Par ailleurs, vous attribuez automatiquement aux autres des rôles qui correspondent aux vôtres. Par exemple, lorsque vous allez voir un médecin qui est totalement identifié à son rôle, vous n'êtes plus à ses yeux un être humain, mais un patient ou un cas médical. Bien que les structures sociales de notre monde contemporain soient moins rigides que celles des anciennes cultures, il existe de nombreuses fonctions ou rôles préétablis, auxquels les gens s'identifient facilement et qui font ensuite partie intégrante de leur ego. C'est pour cette raison que les échanges entre humains deviennent aliénants, déshumanisés et faux. Il se peut que ces rôles préétablis vous donnent un certain sentiment réconfortant d'identité, mais finalement vous vous y perdez. Les fonctions que les gens occupent dans la hiérarchie de certains organismes, entre autres l'armée, l'Église, le gouvernement ou une grande compagnie, peuvent facilement devenir des rôles identités. Les interactions authentiques entre humains deviennent donc impossibles parce que vous vous perdez dans un rôle. Nous pourrions qualifier certains rôles préétablis d'archétypes sociaux. En voici quelques-uns. La femme bourgeoise au foyer, entre parenthèses. Rôle moins répandu qu'il ne l'était, mais encore largement répandu. Fin de parenthèse. Le mâle macho dur à cuire. La femme séductrice. L'artiste non conformiste. La personne cultivée. Parenthèse, un rôle très commun en Europe. Fin de parenthèse. Qui étale ses connaissances en littérature, art ou musique. De la même façon que d'autres étaleraient leurs vêtements ou leurs voitures de prix. Et puis, il y a le rôle universel de l'adulte qui, lorsque vous le jouez, vous fait prendre vous et la vie très au sérieux. La spontanéité, la légèreté et la joie sont exclus de ce rôle. Le mouvement hippie, qui commença sur la côte ouest des États-Unis dans les années 60, pour ensuite se propager dans tout le monde occidental, est né du rejet par de nombreux jeunes gens des archétypes sociaux, des rôles, des schèmes préétablis de comportement, ainsi que des structures sociales et économiques fondées sur l'ego. Ces jeunes refusèrent de jouer les rôles que leurs parents et la société voulaient leur imposer. Il est significatif que ce mouvement ait coïncidé avec les horreurs de la guerre du Vietnam, au cours de laquelle plus de 57 000 jeunes Américains et 3 millions de Vietnamiens perdirent la vie et par laquelle la folie du système et de l'état d'esprit lui étant sous-jacent fut exposée au vu et au su de tous. Alors que dans les années 50, la plupart des Américains étaient de grands conformistes en pensée et en comportement, dans les années 60, des millions de personnes commencèrent à se démarquer de l'identité collective, vu l'évidence même de la folie collective. Le mouvement hippie constitua un relâchement des structures, jusque-là si rigides, de l'ego dans la psyché de l'humanité. Le mouvement comme tel, dégénéré et prit fin, mais il laissa derrière lui une ouverture, et pas uniquement chez ceux qui participèrent au mouvement. C'est cette ouverture qui permit aux vieilles sagesses et spiritualités orientales de pénétrer en Occident
est de jouer un rôle essentiel dans l'éveil de la conscience globale. Les rôles temporaires. Si vous êtes assez éveillé et assez présent pour pouvoir observer la façon dont vous interagissez avec les autres, il vous sera possible de détecter les subtils changements qui se produisent dans votre élocution, votre attitude et votre comportement selon votre interlocuteur. Ce phénomène sera tout d'abord plus facile à observer chez les autres et ensuite chez vous. La façon de vous adresser au PDG d'une grande compagnie diffère en de subtils points de la façon dont vous vous adressez au concierge. Vous ne vous adressez pas à un enfant comme vous le faites à un adulte. Pourquoi? Parce que vous jouez des rôles. Quand vous entrez dans un magasin pour acheter quelque chose, quand vous allez au restaurant, à la banque ou au bureau de poste, vous adoptez des rôles sociaux préétablis. Vous devenez un client et vous vous exprimez et agissez comme tel. Et le vendeur ou le serveur, qui joue également un rôle, vous traitera probablement comme un client. Tout un éventail de schèmes conditionnés de comportement s'installe entre deux êtres humains qui déterminent la nature de l'interaction. À la place d'êtres humains, ce sont des images mentales qui interagissent les unes avec les autres. Plus les gens sont identifiés à leur rôle respectif, plus les relations deviennent fausses. Vous avez non seulement une image mentale de qui est l'autre personne, mais aussi une image mentale de qui vous êtes, surtout par rapport à la personne avec laquelle vous interagissez. Alors, vous n'interagissez pas du tout avec la personne, mais qui vous pensez être, et en relation avec qui vous pensez que la personne est, et vice-versa. L'image conceptuelle que votre esprit a créée de vous est en relation avec sa propre création, c'est-à-dire avec l'image conceptuelle qu'il a créée de l'autre personne. Et comme le mental de l'autre personne a probablement procédé de même, chaque interaction entre deux personnes est en réalité une interaction entre quatre identités conceptuelles de l'ego, qui en fin de compte ne sont que des fictions. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait tant de conflits dans les relations. Il n'y a pas de vraies relations. Ça me fait questionner qu'est-ce que c'est que l'identification. Si je me demande qui suis-je et s'il y a une réponse qui vient, est-ce que c'est une réponse d'identification? Ou est-ce que c'est autre chose au-delà de cette identité-là, de plus vivant, qui me permet de voir l'identité temporaire que, pour l'instant, c'est là où j'en suis rendue. L'identité temporaire que j'accepte de jouer pendant un certain temps. Il me semble bien évident qu'on change régulièrement d'identité quand je m'observe moi-même. Qu'en pensez-vous? Merci de partager si vous en avez le goût. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.